Bonjour chers amis auditeurs et auditrices. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver dans un cadre un peu plus normal après 2 semaines d'isolement à la maison et d'enregistrement à la maison du fait de ma positivité covidienne. Bon, ça c'est derrière nous. Je reviens donc aux enregistrements hebdomadaires normaux dans les locaux de la radio. Ces jours-ci, il est beaucoup question de génocide dans nos grands médias. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dénonce régulièrement, dans le cadre de sa grande offensive médiatique, le génocide que l'armée russe serait en train de commettre dans son pays. Ces propos ont d'ailleurs été largement relayés et amplifiés par le président des États-Unis, Joseph Biden. Des crimes de guerre, dont des tortures suivies d'exécutions sommaires, semblent malheureusement être indéniables en Ukraine. Et les militaires russes en semblent responsables, même si en ce domaine, l'armée ukrainienne n'est certainement pas irréprochable. Peut-être ces crimes de guerre recevront-ils un jour prochain la qualification de crimes contre l'humanité. Mais peut-on vraiment parler de génocide? J'ai déjà répondu à cette question lors d'une émission précédente. Il n'y a pas, à mon humble avis, de génocide en cours en Ukraine. À toutes fins utiles, je vais à nouveau rappeler la définition du mot génocide, qui est un néologisme inventé en 1943 par le professeur de droit états-unien d'origine juive polonaise, Raphaël Lemkin. La définition juridique internationale du génocide a ensuite été adoptée en 1948. On la trouve dans 2 documents officiels fondamentaux. D'abord, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 9 octobre 1948, et ensuite le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté en 1998. La Convention, en son article 2, et le Statut, en son article 6, entendent par crime de génocide, je cite, « l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. » Petit a, meurtre de membres du groupe. Petit b, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. Petit c, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique, totale ou partielle. Petit d, mesure visant à entraver les naissances au sein du groupe. Et enfin, petit e, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Fin de citation. Certains génocides, tels celui commis contre les Arméniens en 1915-1916, celui perpétré contre les Juifs d'Europe durant la Seconde Guerre mondiale, puis le génocide commis au Cambodge en 1975, entre 1975 et 1979, ou encore le génocide visant la population Tutsi du Rwanda en 1994, sont internationalement reconnus comme des génocides. D'autres font l'objet de débats entre historiens, diplomates, politiciens, spécialistes autoproclamés. Certains les reconnaissent comme de véritables génocides, alors que d'autres les contestent ou les relativisent. Pour en revenir à l'Ukraine, la grande famine orchestrée par Staline en 1932-1933, connue sous le nom ukrainien de Holodomor, qui fit entre 2,6 et 5 millions de victimes, est souvent qualifiée de génocide. Les massacres à grande échelle commis par les troupes de Paul Kagame contre les populations Hutus du Rwanda et qui firent des centaines de milliers de morts avant, pendant et après le génocide commis contre les Tutsis par les extrémistes Hutus de ce même Rwanda, n'ont jamais été reconnus comme un génocide,
au grand désarroi des survivants. Pas plus d'ailleurs que les innombrables massacres de masse, également commis par les militaires de ce même Paul Kagame et par leurs alliés, cette fois-ci en territoire congolais à partir de 1996 et qui visaient les populations Hutus réfugiées, mais aussi les Hutus congolais et d'autres populations congolaises. Le bilan estimatif de ces tueries s'élèverait à plus de 6 millions de morts, soit la plus grande hécatombe que le monde ait connue depuis la fin du Second conflit mondial. Parfois aussi, le mot génocide est utilisé abusivement, à des fins de propagande, afin de diaboliser l'État qui s'en serait rendu coupable. C'est le cas au Proche-Orient, où Israël est régulièrement accusé, à tort bien sûr, de génocide contre le peuple palestinien. C'est aussi le cas ces jours-ci en Ukraine, comme nous l'avons vu. Il est un petit pays qui, ce mois-ci, ce mois de mai, commémore le 50e anniversaire de ce qui est considéré là-bas comme un génocide. Or, ce qui s'est passé en 1972 est souvent occulté, voire oublié en dehors du Burundi. Pourtant, la définition que je viens de donner du mot génocide pourrait parfaitement servir à qualifier les massacres qui y furent commis cette année-là. Et l'importance historique de cette tragédie ignorée est capitale, car elle a eu des ondes de choc dramatiques dans le temps et dans l'espace, au Burundi bien sûr, mais aussi au Rwanda et au Zaïre, devenu République démocratique du Congo. Fin 1997, début 1998, j'ai passé quelques mois au Burundi, à l'époque où je travaillais pour le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. À l'époque, le pays était plongé dans une atroce guerre civile. Un ancien officier putschiste, le major Pierre Buyoya, avait repris le pouvoir. Son armée, essentiellement Tutsi comme lui-même, faisait face à une rébellion à dominante Hutu. De mon bureau situé au centre de la capitale, il n'était pas rare que j'entende le son du canon, là-haut dans les montagnes qui dominent la ville. Cette guerre était bien souvent émaillée d'épouvantables massacres. Il était difficile de circuler par voie terrestre à l'intérieur du pays, tant l'insécurité y était grande. Le Burundi était isolé, soumis à des sanctions internationales. L'aéroport de Bujumbura, la capitale, ne recevait plus de vols internationaux, hormis ceux de l'ONU. Telle était la situation de ce petit pays montagneux et enclavé, lové sur les rives nord-est de l'immense lac Tanganyika, véritable mer intérieure, le plus long lac d'eau douce du monde, avec ses 677 km du nord au sud. Sa profondeur maximale de 1471 mètres en fait le deuxième lac au monde après le lac Baïkal, en Sibérie. Il contient 18% du volume d'eau douce libre de surface de la planète. Ce lac couvre une superficie de 32 900 km², soit davantage que le Burundi, dont la superficie totale n'est que de 27 834 km². J'aimais ce pays pour ses somptueux paysages, ses incomparables couchers de soleil sur le lac Tanganyika, pour l'extraordinaire vitalité et le rythme de ses athlétiques tambourinaires. Mais qu'il était compliqué d'y vivre, d'y travailler, d'y nouer des relations amicales et confiantes. L'insidieux poison de la haine Tutsi-Hutu faisait partout des ravages, y compris au sein du bureau du Programme alimentaire mondial, infiltré par des proches de la milice Tutsi dite des sans-échecs et miné par des détournements d'aide alimentaire massifs que je ne tardais pas à découvrir et que je révélais à mon collègue Renato, venu du siège de Rome pour tenter d'assainir l'administration du PAM Burundi. C'est cette entreprise qui allait lui coûter la vie en 1998, quelques mois après mon départ du pays. Le Burundi et le Rwanda, sensiblement de même taille, ont la même configuration.
Tous deux sont peuplés d'une majorité de Hutus et d'une minorité de Tutsis, avec une toute petite minorité de Twa, population autochtone appartenant à la grande famille des ethnies d'Afrique équatoriale qui furent appelées Pygmées. À l'origine, ils vivaient de la chasse et de la cueillette dans les forêts, mais au Burundi, ils sont surtout réputés pour leur talent de potier. Le Burundi, comme le Rwanda, ont été, pendant des siècles, des royaumes dominés par des élites aristocratiques et guerrières d'éleveurs Tutsis. Les Burundais et les Rwandais parlent la même langue, appelée Kirundi au Burundi et Kinyarwanda au Rwanda. Seul l'accent diffère un peu. L'Allemagne imposa un protectorat sur ces deux pays en 1890, les intégrant à son Afrique orientale allemande, qui comprenait déjà le vaste territoire du Tanganyika, correspondant à la partie continentale de l'actuelle Tanzanie. À l'issue de la Première Guerre mondiale, la Société des Nations confia à la Belgique le mandat d'administrer ces deux pays qui formèrent ce que les colonisateurs appelèrent le Rwanda-Urundi. La Belgique contrôlait déjà, depuis l'aventure coloniale et prédatrice du roi Léopold II, l'immense territoire voisin, le Congo belge. Le Rwanda et le Burundi se ressemblent aussi d'un point de vue géographique. Très montagneux, ils ont à peu près la même superficie et ils sont tous deux bordés à l'ouest par un grand lac de la vallée du Rift africain, le lac Tanganyika au Burundi et le lac Kivu au Rwanda. Le Burundi culmine à 2684 mètres au-dessus du niveau de la mer, son altitude moyenne est de 1700 mètres et le point le plus bas du pays, la vallée de la Ruzizi, est à un peu moins de 1000 mètres d'altitude. Cette rivière Ruzizi est le déversoir du lac Kivu et elle se jette dans le lac Tanganyika en formant un delta. Tout le long de son cours, elle sert de frontière, d'abord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, puis en aval entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Tant le Burundi que le Rwanda ont une très forte densité de population. De nos jours, le Burundi compte 12 millions d'habitants, soit une densité de 431 habitants au kilomètre carré. 46% de la population y a moins de 15 ans. L'habitat rural traditionnel est, comme au Rwanda, constitué d'enclos familiaux dispersés sur les flancs et les sommets de collines verdoyantes. Dans la langue des deux pays, le mot « village » n'existe d'ailleurs pas. On parlera de « rugo », ce qui correspond à un enclos familial constitué de plusieurs huttes, mais séparées du plus proche voisin par plusieurs centaines de mètres, voire plus. L'économie du Burundi est basée sur l'agriculture et l'élevage, et sa principale exportation est le café. Café qui est d'ailleurs excellent et que je recommande. 62% des Burundais sont catholiques, tandis que 21% de la population adhère à différentes formes de protestantisme. La violence dont j'ai été le témoin à la fin des années 90 a des origines très anciennes. L'histoire du Burundi, depuis les années qui précédèrent l'indépendance, obtenue de la Belgique le 1er juillet 1962, a été très agitée et trop souvent sanglante. J'ai coutume de dire que le Burundi et le Rwanda voisins sont des pays miroirs. Ce qui se passe dans l'un a toujours des répercussions, le plus souvent négatives, dans l'autre. Les deux pays connurent de graves troubles politico-ethniques dès avant l'indépendance. Pour ce qui est du Burundi, les troubles pré-indépendance culminèrent avec l'assassinat du charismatique leader de la lutte pour l'indépendance, le prince Louis Rwagasore, fils du Mwami, c'est-à-dire du roi, Mwambutsa IV. Il avait fondé l'UPRONA, l'Union pour le progrès national, le parti qui venait de remporter 58 des 64 sièges de la nouvelle Assemblée aux élections du 18 septembre 1961. Le prince Rwagasore fut assassiné d'une balle par un tireur embusqué le 13 octobre 1961, alors qu'il dînait dans un restaurant de Bujumbura que je connais bien, au bord du lac Tanganyika. Il était âgé de 29 ans seulement. Son assassinat avait été organisé par le chef Baranyanka,
un autre membre de la famille royale, avec des membres d'un parti d'opposition. Mais le tireur était un grec, et les nationalistes burundais eurent au fait de soupçonner les services belges d'avoir monté un complot visant à assassiner le Premier ministre, considéré depuis lors comme le héros et le martyr de l'indépendance. Un beau monument en sa mémoire, érigé à flanc de montagne, domine la ville de Bujumbura. Mais la violence ne devait pas s'arrêter là, malheureusement. Le 15 janvier 1965, le Premier ministre Pierre Ngendan-Doumoué, un Hutu, fut assassiné. Dans les milieux Hutus, sa mort fut attribuée à des Tutsis et des émeutes en résultèrent, aussitôt réprimées par le gouvernement. Le 8 juillet 1966, le Mwami fut déposé par son fils Ntare V, lequel fut à son tour renversé le 28 novembre de la même année par le Premier ministre Michel Micombero, un capitaine Tutsi. La monarchie fut alors abolie et la République proclamée. Ce premier régime militaire à parti unique s'appuya sur des officiers d'origine Hima, un sous-groupe Tutsi du sud du pays. En 1969, des rumeurs de tentatives de soulèvement préparées par des Hutus provoquèrent l'arrestation et l'exécution de nombreuses figures politiques et militaires Hutus. Mais le pire advint en 1972, lorsqu'entre 100 000 et 300 000 Hutus furent impitoyablement massacrés par les militaires Tutsis dans ce qui a constitué un véritable génocide, même si ces massacres de masse ne reçurent pas à l'époque un tel qualificatif, alors qu'ils en avaient pourtant toutes les caractéristiques. Ils avaient été planifiés et des listes de personnes à éliminer avaient été préparées à l'avance. Les victimes furent massacrées du fait de leur appartenance à l'ethnie Hutu. L'élite intellectuelle Hutu fut particulièrement visée car elle était perçue comme une menace par les militaires Tutsis au pouvoir. Tous les anciens ministres Hutus du gouvernement de Micombero furent arrêtés dès la première semaine de la crise. 4 d'entre eux, Joseph Baragengana, Pascal Boubiliza, Marc Daïziga, Jean Chrysostome Bandiambona furent exécutés. Les officiers Hutus de l'armée subirent une purge précipitée. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estima que 131 officiers Hutus furent tués fin mai et que seuls 4 survécurent. Outre ces purges, plus de 500 soldats Hutus furent emprisonnés, ainsi que 2000 fonctionnaires Hutus vivant dans la capitale. Le gouvernement a par la suite reconnu le meurtre de ces prisonniers en déclarant que les auteurs du soulèvement avaient été arrêtés, jugés et exécutés. Toutefois, aucun procès public n'avait eu lieu. Des rafles furent aussi effectuées à l'université et dans les écoles secondaires, voire même primaires. Les étudiants Hutus, dont les noms figuraient sur des listes préparées à cette fin, furent emmenés à bord de camions pour des destinations inconnues dont ils ne sont jamais revenus. À la date du 8 mai, la majorité des Hutus instruits de Bujumbura avaient été éliminés et le régime entreprit alors d'étendre la répression aux provinces. Cette répression s'étendit au nord du pays. Quelques prêtres chrétiens étrangers dans cette région septentrionale condamnèrent les opérations, ce qui provoqua leurs interrogatoires par la police au sujet de leur prétendue activité politique, ainsi que leur mise sous surveillance. Au total, 17 prêtres catholiques Hutus furent tués. Plusieurs supérieurs hiérarchiques des missions catholiques adressèrent une lettre à l'épiscopat du Burundi pour protester contre les religieux qui n'avaient pas condamné les atrocités commises contre les Hutus. L'archevêque de Bujumbura, André Makarakiza, un Tutsi, soutint la position de l'Église et la Sûreté nationale burundaise expulsa plusieurs signataires de la lettre. C'est au mois de juin que la violence allait atteindre son apogée. Au début du mois, Micombero envoya des conseils de sages visiter le pays pour inviter les populations au calme et les informer que la crise était surmontée.
Dans certains cas, ces conseils organisèrent des réunions pour inciter les Hutus à quitter leurs cachettes afin que l'armée puisse les emmener et les exécuter. Le 13 juillet, l'armée burundaise saisit les véhicules de l'UNICEF ainsi qu'un bateau de surveillance appartenant à l'ONU et exécuta les Hutus qui travaillaient au service de l'ONU. Certaines estimations font état d'un nombre allant de 100 000 à 150 000 victimes, mais d'autres avancent un chiffre de 300 000, soit près de 10 à 15% de la population masculine Hutu du Burundi. Comme la répression avait en premier lieu frappé les intellectuels Hutus, et vu que la majorité des personnes instruites au Burundi étaient des hommes, la campagne de répression a tué davantage d'hommes que de femmes. Environ 75% des Burundais Hutus instruits sont morts durant ces quelques semaines sanglantes de 1972. Dans la mémoire collective des Burundais, ces tragiques événements sont connus sous le nom de Ikiza, ce qui peut se traduire par catastrophe, grande calamité ou encore fléau. Depuis, les universitaires n'ont pas dégagé de consensus pour déterminer si l'Ikiza constitue une campagne de génocide sélectif ou simplement un vaste nettoyage ethnique. Beaucoup préfèrent employer le terme de massacre au pluriel. Après cette année sanglante, les perpétrateurs de ces massacres sont demeurés au pouvoir. Ils n'ont jamais été inquiétés et encore moins jugés et condamnés. Certains coulent toujours des jours paisibles au Burundi ou dans leur pays d'accueil, en Europe et en Amérique du Nord. Pendant les 21 années qui suivirent la tragédie de 1972, des officiers Tutsis ont succédé à d'autres officiers Tutsis à la tête du Burundi et la justice n'est jamais passée. En 1993, alors qu'un vent de multipartisme soufflait sur l'ensemble du continent africain, le major Pierre Buyoya, un officier Tutsi parvenu au pouvoir lors d'une révolution de palais, entama un processus de démocratisation qui aboutit à des élections libres et multipartisanes. Le 1er juin 1993, le candidat Buyoya perdit l'élection présidentielle face au candidat Hutu du Frodebu, le Front démocratique du Burundi, Melchior Ndadaye, qui fut élu avec 66% des suffrages. Le 26 juin, les élections législatives confirmèrent cette première alternance démocratique de l'histoire du Burundi. Le Frodebu devint majoritaire à l'Assemblée. Le 10 juillet, Pierre Buyoya transmit le pouvoir pacifiquement au nouveau président Melchior Ndadaye. Afin de promouvoir la réconciliation entre les Hutus et les Tutsis, la Tutsi Sylvie Kinigi, issue de l'Uprona, fut nommée Premier ministre. Mais l'espoir suscité au Burundi et dans le reste de l'Afrique par ces élections et par cette transition démocratique fut de courte durée, hélas. La victoire électorale d'un Hutu au Burundi et sa volonté de co-diriger le pays avec des Tutsis étaient la preuve que les Hutus et les Tutsis pouvaient cohabiter pacifiquement, que ce soit au Burundi ou au Rwanda. Rappelons que dans le pays voisin, une rébellion armée venue d'Ouganda et à dominante Tutsi tentait de renverser le régime du président Juvenal Habyarimana à dominante Hutu. 102 jours après l'investiture de Melchior Ndadaye, dans la nuit du 21 octobre 1993, le palais présidentiel fut attaqué par des éléments du 1er bataillon blindé, appuyés par des paracommandos. Le président Melchior Ndadaye fut sauvagement assassiné à coups de baïonnette, ainsi que 6 de ses ministres. Ces assassinats de dirigeants élus, tous Hutus, par des officiers Tutsis, fit aussitôt replonger le pays dans l'horreur, avec des massacres qui allaient rapidement s'étendre à l'ensemble du pays. Paysans Hutus massacrés par des militaires Tutsis qui voyaient en eux des rebelles potentiels et civils Tutsis massacrés par des Hutus extrémistes voulant venger le président assassiné. Les protagonistes de ces massacres, qu'ils soient Hutus ou Tutsis, avaient tous en mémoire, bien sûr, les événements survenus en 1972, 21 ans plus tôt. Cette nouvelle guerre civile, qui dura jusqu'en 2003,
fut donc une conséquence amplifiée de la tragédie de 1972. Elle radicalisa aussi l'esprit des protagonistes de la guerre en cours au Rwanda. L'assassinat du président Hutu, 3 mois après son élection au Burundi, acheva de convaincre les tenants du pouvoir Hutu au Rwanda qu'il ne fallait faire aucune concession à l'opposition armée Tutsi. Et les massacres commis contre les Tutsis par l'insurrection Hutu du Burundi persuadèrent les hommes de Paul Kagame qu'il ne fallait pas faire de quartier au Rwanda pour parvenir à s'emparer du pouvoir dans la violence et surtout pour le conserver, quoi qu'il en coûte en termes de massacres de population Hutu. Ainsi donc, les tragiques événements de 1972 au Burundi furent à l'origine de génocides cycliques qui ensanglantèrent et qui continuent à ensanglanter jusqu'à nos jours toute la région des Grands Lacs africains. Une commission Vérité et Réconciliation a été mise sur pied au Burundi pour entendre toutes les victimes et permettre d'exhumer des dizaines de milliers de morts entassés dans des charniers, pour certains depuis un demi-siècle, afin de les identifier et de leur donner enfin des sépultures dignes. Ce travail de vérité et de réconciliation, s'il permettait de rendre justice à toutes les victimes, sans distinction d'appartenance ethnique, permettra peut-être de faire sortir le Burundi de la malédiction des génocides cycliques. C'est du moins ce que je souhaite à ce pays que j'ai, malgré toute l'horreur dont j'ai été le témoin, beaucoup aimé. Pour terminer, chers amis auditeurs, et en vous disant à la semaine prochaine, je voudrais vous faire écouter l'artiste burundais Steven Sogo qui interprète en français « Il est beau mon pays, Burundi ». Oh